Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le dimanche 12 octobre 2025, épisode 451, toujours en direct des Pyrénées-Orientales. Et au programme de cet épisode, nous aborderons d'abord la vulnérabilité Python sous la CVE 2025-8291 signalée par le CERT-FR. Nous analyserons ensuite la découverte du malware KOBOT pour les équipes d'Icentir, un logiciel malveillant sophistiqué développé en Rust qui exploite les VPN Cisco et les comptes Active Directory mal configurés. Le troisième sujet concernera le démantèlement en Espagne du groupe cybercriminel GXC Team et l'arrestation de son leader brésilien Google Xcoder. On en avait déjà parlé un petit peu sous Radio Cessort la semaine dernière, mais là on a des infos supplémentaires. Nous examinerons également les multiples vulnérabilités critiques publiées par ServiceNow, affectant sa plateforme Now, notamment des failles de contrôle d'accès et d'injection SQL non authentifiées. Et enfin, nous terminerons par la compromission massive de plus de 100 comptes VPN SSL SonicWall détectés par OnTrace, possiblement liés aux récentes activités du ransomware Akira. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans cet épisode dans la description de celui-ci. Le CERT-FR a publié un avis de sécurité concernant une vulnérabilité dans Python. Référencée sous la CVE 2025-8291, cette faille affecte toutes les versions de CPython ne disposant pas du dernier correctif de sécurité. L'éditeur n'a pas précisé la nature exacte du problème de sécu et se contentant d'indiquer qu'une vulnérabilité permettant à un attaquant de provoquer un problème de sécurité. Bon, avec ça, on va pas très loin quand même, hein. Mais si l'ANSI en parle, c'est que d'après moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Les administrateurs système sont invités à consulter le bulletin de sécurité de Python publié sur la liste de diffusion Security Anansi pour obtenir les correctifs appropriés. On a appris que fin septembre 2025, l'équipe de réponse aux menaces d'Icentir a mis à jour un malware sophistiqué baptisé KOBOT. Ce logiciel malveillant, développé en Rust, cible spécifiquement les environnements de services financiers. L'attaque débute par l'obtention d'identifiants VPN Cisco valides ou par l'exploitation de fichiers raccourcis sous Windows, des fameux LNK, qui incitent les utilisateurs à les exécuter. Ces raccourcis lancent des commandes PowerShell téléchargeant la charge utile, principalement, et ensuite des fichiers DLL comme mse-edge_elf.dll. Accompagnés d'un exécutable auxiliaire, ces fichiers sont déposés dans des répertoires du type User Public Libraries. La technique employée repose sur la charge latérale de la DLL dans le binaire signé de Microsoft Edge. Cette approche permet à KOBOT d'éviter la détection initiale et d'obtenir l'exécution de code dans le contexte d'une application de confiance. Ce malware exploite ensuite un compte de service Active Directory mal configuré, nommé Service Account, pour exécuter des commandes à distance sur l'ensemble du réseau via le Windows Management Instrumentations. Cette méthode autorise un déploiement rapide sur plusieurs hôtes sans nécessiter de connexion interactive. Il faut savoir qu'une fois installé, KOBOT va effectuer une reconnaissance système en exécutant des utilisateurs Windows légitimes comme système info et ipconfig. Les résultats sont transmis sous forme de pièces jointes textuelles via des multipart form data vers un serveur Discord contrôlé par les attaquants. On reste sur du classique, il n'y a rien de vraiment de nouveau, mais ce qui est très intéressant dans cet article, c'est tout le détail. Car pour établir sa communication avec le serveur de command and control, KOBOT va utiliser l'API Discord via les bibliothèques Rust, Request ou Serenity. Le malware valide son jeton d'authentification avec une requête GET vers l'endpoint, c'est /API v10 user@me, puis crée un canal portant le nom de l'autre victime. Les opérateurs publient leurs commandes dans ce canal, récupérées par le malware dans des boucles d'interrogation permettant l'exécution à distance en direct. Et le transfert de fichiers s'effectue via des commandes de téléchargement et d'envoi permettant aux adversaires de déployer des outils comme Fast Reverse Proxy installé sous le nom de node.exe avec un fichier de configuration en node.ini correspondant. Ce proxy, une fois installé, va maintenir un tunnel inversé vers une infrastructure hébergée sur AWS. Pour échapper à la détection, KOBOT va modifier les premières instructions de la fonction ntdll etw event write, désactivant toute la télémétrie Event Tracing for Windows, et le malware va vérifier également les préfixes d'adresse MAC correspondant aux identifiants VMware ou VirtualBox connus, quittant l'exécution si une correspondance est détectée. C'est juste pour éviter les sandbox, toutes ces saloperies. Pardon, tous ces outils de protection, mais qui ne marchent pas du tout contre ce genre de malware. Et certaines variantes ont même tenté d'établir des tunnels Visual Studio Code
comme porte dérobée alternative, et bien que des défaillances d'automatisation aient limité leur efficacité. C'est un article à lire, hyper intéressant. En Espagne, la Guardia Civile a démantelé le groupe cybercriminel GXC Team et arrêté son leader brésilien de 25 ans, connu sous le pseudonyme Google Xcoder. C'est pareil, c'est de l'info qui est complémentaire par rapport à ce qu'on avait déjà vu cette semaine sur Radio Cessert. C'est pas trop de la répète, j'ai trouvé assez complète sur ce coup-là. Parce que ce groupe qui s'est spécialisé dans la vente de kits de phishing alimentés par l'IA, de malware Android et d'outils d'escroquerie vocale distribués via Telegram, ainsi que sur des forums russes. L'organisation était devenue un fournisseur majeur d'outils de vol d'identifiants, en particulier en Espagne. Et en janvier 2024, la société Ross Security avait révélé l'existence de ce groupe spécialisé dans la conception d'outils pour le vol bancaire en ligne, la tromperie dans le commerce électronique et les escroqueries Internet. Et le 30 décembre 2023, vous voyez, on est à 2023, c'est pas sur des nouveaux groupes. Ce groupe avait dévoilé une version actualisée de son outil alimenté par l'IA, nommé Business Invoice Swapper, et cet outil était proposé en location avec des plans d'abonnement débutant à $2000 par semaine ou un paiement unique de $15 000 pour un accès illimité. Je vous assure que quand un cybercriminel met $2000 par semaine ou $15 000, il y a un ROI derrière. Hein. Il ne fait pas ça pour juste se dire « je vais tester le truc et on verra bien si ça marche hein. ». Et le fonctionnement de l'outil nécessitait que l'opérateur saisisse une liste de comptes de messagerie compromis à analyser en spécifiant les identifiants ainsi que les codes IBAN et BIC utilisés par le processus d'échange et d'usurpation dans les documents. Il faut savoir que les comptes victimes identifiés provenaient principalement du Royaume-Uni, de divers pays de l'Union européenne, notamment l'Espagne, la France, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne et la Suisse. Le GXC Team s'est fait connaître pour la création d'un large éventail d'outils, effectivement, mais pour contourner, ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on voit que parmi les cibles qu'ils avaient, il y avait American Express, Amazon, Binance, Coinbase, Office 365, PayPal, ING, la Deutsche Bank, ainsi que plusieurs banques espagnoles dont BBVA et Santander. Et pour contourner l'authentification à deux facteurs, c'est là qu'on se rend compte que quand je vois tous les cyber-influenceurs ou tous les cyber-consufflants dire « il faut mettre de la double MFA et ça va vous aider », oui, mais ça suffit pas que, il n'y a pas que. Parce que là, ils vont contourner la 2FA. Les cybercriminels avaient conçu du code Android malveillant, imitant les applications bancaires mobiles officielles, et les victimes étaient incitées à installer cette fausse application sous prétexte de confirmer leur mot de passe à usage unique, qui était ensuite intercepté et transmis à un serveur de command and control géré par les attaquants. Les identifiants de connexion nécessaires au système bancaire en ligne étaient préalablement récoltés via un kit de phishing. Aujourd'hui, les kits de phishing, c'est juste de la reconnaissance. Ça ne sert plus comme avant à voler les cartes bancaires. Ça sera fait plus tard, mais ce n'est pas ça l'objectif primaire. L'individu se cachait derrière Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'individu qui se cachait derrière le pseudonyme Google Xcoder était totalement inconnu des forces de l'ordre, tant au niveau national qu'international. Sa localisation a nécessité une enquête opérationnelle complexe, car il se déplaçait fréquemment entre différentes adresses dans différentes provinces d'Espagne, utilisant des lignes téléphoniques ou des cartes de paiement au nom d'identité usurpées pour éviter la détection, et son activité criminelle lui permettait de maintenir un mode de vie de nomade numérique avec sa famille. La police a procédé à l'arrestation de Google Xcoder à San Vicente de la Barquera et a saisi des appareils contenant des kits de phishing, des comptes personnels, ainsi que des conversations numériques. L'analyse criminalistique et cryptographique menée sur une donnée a permis d'identifier 6 individus liés au réseau. L'enquête s'est achevée par 6 perquisitions à travers l'Espagne, saisissant des appareils électroniques et récupérant des fonds volés aux victimes stockés sur diverses plateformes numériques. Les canaux Telegram du groupe ont été désactivés et les preuves numériques saisies sont en cours d'analyse. Bref, c'est une super enquête, c'est très bien fait. On se rend compte que les attaquants ont quand même des longueurs d'avance par rapport à nous, défenseurs, mais surtout, c'est qu'à la fin, ils se font attraper. C'est effectivement, il a une vie de nomade, pendant 2 ans, il en a profité. Bon, là, il verra plus sa famille, puis tout le monde part en prison, quoi. Puis surtout, il va ressortir de prison au bout de quelques années. Le mec, il sera fauché comme les plumes, quoi. Il aura 0, quoi. Bah, bravo aux forces de l'ordre. ServiceNow a publié plusieurs avis de sécurité concernant des vulnérabilités affectant sa plateforme Now. Le bulletin KB 2264-930, publié le 12 août 2025, documente la CVE 2025-3089. Je vous assure qu'il faut le lire. Une faille de contrôle d'accès défaillant dans la plateforme ServiceNow AI
Et le 8 juillet, il y a eu un autre bulletin qui a révélé que la CVA 2025-3648 était une vulnérabilité d'interférence de données dans la plateforme NAO via des listes de contrôle et d'accès conditionnels. Le 6 mars 2025, le bulletin KB 194-869-5 a documenté la CVA 2025-337, permettant un contournement d'authentification dans la plateforme NAO. Ça veut dire que l'année 2024 avait également vu plusieurs vulnérabilités critiques. Et il faut savoir que ServiceNow recommande aux clients de consulter ces notes de version dans des familles correctifs. Et l'entreprise invite vraiment les clients actuels à signaler toute découverte de sécurité via leur système. Bref, c'est hyper passionnant à lire. Si vous utilisez du ServiceNow, je vous recommande de lire le bulletin que j'ai mis en lien dans la description de l'épisode. Ça part sur une vingtaine de bulletins. Il y a énormément de versions de ServiceNow qui sont touchées. C'est assez surprenant. Ça n'a pas fait la une de la presse. On ne l'a pas tellement vu dans les revues de presse que je fais sur Radio CSERT. Mais il y aura peut-être un épisode juste dédié à ServiceNow. Il faut que je reprenne la compilation, que je puisse vous faire ça quelque chose d'un peu plus digeste, parce que c'est vraiment indigeste vu le nombre de CVE et surtout la criticité à chaque fois. La société de cybersécurité Huntress a alerté vendredi sur une compromission généralisée d'appareils VPN SSL SonicWall. Décidément, ils mangent depuis le début de l'année. Il permet d'accéder à plusieurs environnements clients. Les acteurs de la menace s'authentifient rapidement sur plusieurs comptes à travers des appareils compromis. La vitesse et l'ampleur de cette attaque suggèrent que les attaquants contrôlent des identifiants valides plutôt que de procéder à des attaques par brute force. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a une part significative de l'activité qui aurait débuté que le 4 octobre 2025. On est le 12. Avec plus de 100 comptes VPN SSL SonicWall répartis sur 16 comptes clients ayant été impactés. Dans les cas étudiés par Huntress, les authentifications sur les appareils SonicWall provenaient de l'adresse IP la 202.155.8.73 et l'entreprise note que dans certains cas, les acteurs de la menace ne se sont pas engagés dans d'autres actions hostiles sur leur réseau et se sont déconnectés après une courte période. C'est ce qu'on appelle la phase de reconnaissance. C'est bizarre, ils ont laissé des traces. C'est ça qui est assez surprenant. Généralement, quand on fait de la reconnaissance, on efface ces traces. Toutefois, dans d'autres situations, les attaquants ont effectué des activités d'analyse réseau et tenté d'accéder à de nombreux comptes Windows locaux. Cette divulgation intervient peu après que SonicWall ait reconnu qu'un incident de sécurité avait entraîné l'exposition non autorisée de fichiers de sauvegarde de configuration de firewall stockés dans les comptes MySonicWall. La violation, selon la dernière mise à jour effectuée de tous les clients ayant utilisé le service de Service Cloud dans SonicWall, les fichiers de configuration de pare-feu, les mots de passe, etc. Bon, bref, en un mot, c'est le portail MySonicWall qui s'est fait poncer. Derrière, ils ont récupéré une centaine de comptes valides avec les configurations des firewalls. Donc, si vous utilisez du SonicWall et que vous faites vos sauvegardes à travers leur service, c'est le moment de remettre à jour vos mots de passe. Et voilà, cet épisode du dimanche 12 octobre se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Moi, il faut que j'aille me mettre de la crème pour les coups de soleil. Ça va vous faire halluciner, mais il faut savoir qu'ici, il fait vraiment très très beau. J'étais sur la plage. Et évidemment, en tant que parigot de base, j'ai pas mis de crème solaire. Ça brûle. Donc, d'ici là, on ne réfléchit pas, on patch, on met la crème solaire. Je vous embrasse très fort. À demain, j'espère que je vais pouvoir dormir. Et pour de nouvelles aventures.